Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Zoé Ababou et les plantes d'Amazonie, épisode 1. On a déjà entendu dans Substance plusieurs témoignages sur l'ayahuasca. Mais jusqu'à présent, aucune des cérémonies qui ont été racontées par les différents témoins ne s'est déroulée en Amazonie, dans l'environnement naturel et culturel de cette boisson psychédélique. Là-bas, l'ayahuasca est utilisée par différents peuples indigènes, dans un contexte chamanique et au sein d'un système de médecine traditionnelle qui repose notamment sur une relation complexe avec les plantes de la jungle. Zoé Ababou est une Française de 34 ans, originaire du Sud-Ouest. Elle a voyagé à plusieurs reprises dans la forêt amazonienne et elle a expérimenté l'ayahuasca et d'autres plantes. Elle va nous raconter en 2 épisodes pourquoi elle en est arrivée à ces pratiques et ce qu'elle en a retiré. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez. Vous êtes dans Substance. Je dirais que je suis née dans une famille, honnêtement, tout ce qu'il y a de basique, tout ce qu'il y a de normal, peut-être avec des parents quand même qui s'intéressaient pas mal à l'art, on va dire. Pas des artistes spécialement, si tu veux, mais des gens qui avaient beaucoup de livres à la maison, qui nous amenaient un peu à des expos, des musées d'une manière générale. Des parents aussi qui voyageaient, on passait souvent nos vacances, les grandes vacances en Espagne. Donc voilà. Quand j'avais 10 ans, mes parents ils ont divorcé. C'est vrai que la situation s'est un petit peu corsée. Ma mère elle s'est mise avec un mec qui a été franchement difficile, autant avec ma mère qu'avec mes frères et sœurs. Et ça a duré pendant 10 ans. Je note quand même une espèce de différence, on va dire, dans ma personnalité à ce niveau-là. Parce que ce mec-là, il était vraiment hardcore. Tous autant qu'on est, quoi. On a dû aller chercher vraiment très très profondément à l'intérieur de nous. Pas pour survivre, c'est exagéré de dire ça, on va dire, mais pour gérer le truc, pour arriver à garder un semblant de... Je sais pas comment expliquer, quoi. Un semblant de cohérence intérieure. Il était vraiment destructeur, ce mec-là, vraiment destructeur. Moi, depuis toujours, je suis attirée par le côté un peu dark de la vie. Bon, là, ça va beaucoup mieux, mais il y a une époque où, franchement, c'était... Petite, par exemple, je disais déjà que, voilà, tu sais, que moi, j'allais fumer. J'étais fascinée par les gens qui vivaient dans la rue, les drogués, les marginaux. Je sais pas pourquoi, j'avais une forte attirance vers ces gens-là. Et l'arrivée de mon beau-père dans notre vie, il a vraiment appuyé, on va dire, sur ce côté-là. Là, il y a un moment où j'étais pas loin quand même des tendances suicidaires, vraiment une grosse attirance pour tout ce qui est dark. Je pense que ça a contribué à développer ma fascination, on va dire, pour la dope, d'une manière générale, parce qu'en fait, moi, j'ai quand même commencé avec la dope. Je pense pas qu'à la base, je soupçonnais que c'était quelque chose qui pouvait, en fait, être positif. Enfin, ça dépend de quelle sorte de drogue on parle, mais je pense pas. À l'époque, j'étais juste, vraiment fascinée par la part d'ombre je voulais explorer, je voulais aller plus loin, en fait, et c'est pour ça que je me suis dirigée vers la drogue, on va dire, quoi, et donc ça, on va dire que c'est l'enfance et l'adolescence, voilà. Alors j'ai commencé comme tout le monde, on va dire. Après c'est vraiment moi qui étais la chercher, quoi. J'ai pas attendu qu'on me tende un joint. Au lycée, on va dire que j'ai repéré les marginaux, et vu que j'étais attirée par ces gens-là, j'ai tapé l'incruste, en fait. Je me suis incrustée dans leur monde parce que c'était le monde qui m'attirait, c'était celui auquel je pensais appartenir, en fait. Donc j'ai commencé avec un joint comme tout le monde, et petit à petit, après, tu un pote qui ramène une trace de coke, puis après, on s'est dirigé un petit peu vers le LSD, les machins comme ça. Mais c'est vraiment moi qui le voulais, en fait, si tu veux. C'est pas ça m'est tombé dessus, puis oh mon Dieu, je suis en détresse, je suis malheureuse. Non, non, c'est quelque chose que je recherchais activement, et je mettais un point d'honneur à être toujours la plus défoncée de la bande, à aller le plus loin, tu vois ce que je veux dire? Après, que ce soit avec l'alcool, les machins comme ça. Et j'adorais ça, en fait. J'adorais ça. Et j'ai été, en fait, jusqu'à l'héroïne. J'ai fait 3 ans d'héroïne. Alors après, je me shootais pas avec, je la sniffais. Mais c'est pareil, c'est moi qui l'ai appelé dans ma vie parce que voilà, je voulais connaître ce monde-là. Et il faut dire qu'à l'époque, j'étais un peu punk et nihiliste aussi. Et j'aimais, en fait, ce côté autodestructeur. Je pensais qu'il y avait rien à construire. Je pensais qu'en fait, il fallait se détruire soi-même pour savoir vraiment qui on était, pour identifier ses forces intérieures, et se pousser soi-même jusqu'à ses propres limites, en fait, pour savoir vraiment ce qu'on avait à l'intérieur. Et c'est quelque chose d'ailleurs que je crois encore d'une façon
moins destructrice maintenant. D'ailleurs, c'est constructif au final ce que je suis en train de faire, mais on est sur cette base-là, en fait. Repousser toutes les limites, sortir de sa zone de confort pour, aller le plus loin que tu peux et explorer, t'explorer toi-même, quoi. Donc oui, toutes les drogues, en fait. Toutes les drogues, MDMA, kétamine, LSD, champignons, héroïne, cocaïne, le speed, enfin absolument tout, quoi. Je fais partie des gens qui pensent qu'on crée notre réalité et qu'on attire ce qu'on veut et ce dont on a besoin, ce dont on a envie de faire l'expérience pour évoluer. Et je vais te dire maintenant, en fait, et je suis pas la seule, quasiment toute ma famille, en fait, on éprouve de la gratitude, en fait, envers ce mec-là. En fait, je pense pas qu'il soit du tout la cause de quoi que ce soit. Je pense qu'il a servi de révélateur et de catalyseur, en fait, et ça me va très bien, en fait. Je pense que s'il avait pas été là, j'aurais eu tout ça qui existait en moi, mais sans avoir la rage, sans avoir cette espèce de rage de vivre qui m'a poussée vraiment à réaliser, ces choses-là. Mais je pense que c'était une étape complètement essentielle. Je pense que je l'ai profondément voulu et attiré dans ma vie, que c'est quelque chose qui était nécessaire à mon évolution et au final, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que je me définis absolument pas comme une victime de ce mec-là. Au contraire, il a été un catalyseur. Il m'a apporté une espèce de rage de vivre et de soif de liberté, de soif de tu vois, de soif de force intérieure, quoi, justement pour le contrer, qui se serait jamais réveillé, en fait. Tout ça, ça se serait jamais réveillé s'il avait pas été là, ce mec-là. J'ai fait des études de philo, j'ai une licence de philo, en fait. Donc j'ai eu mon bac à 17 ans et j'ai fait ma licence de philo, par correspondance, chez moi. J'allais à la fac de Toulouse pour passer les examens, donc je les ai les doigts dans le nez. Par contre, le truc, c'est qu'après ces 3 ans de philo, j'ai commencé à trouver que parce que si tu veux, voilà, j'ai fait des études de philo, pas parce qu'avec philo, en fait, tu fais rien, quoi. Soit tu deviens prof de philo, soit tu vas vraiment loin, tu vas au doctorat et dans ces cas-là, tu deviens, chercheur en bioéthique, c'est-à-dire les gens qui s'interrogent sur, l'euthanasie, tu vois, l'euthanasie humaine, les valeurs morales en fait pour voilà des questions philosophiques et morales euh, pour des trucs de société comme effectivement je sais pas l'euthanasie humaine c'est le truc qui me vient à l'esprit, les trucs éthiques on va dire quoi. Donc voilà, moi j'ai fait ça par pure passion parce que j'ai découvert le phénomène de la conscience qui me fascine encore aujourd'hui, hein. Je l'ai découvert bah, quand j'ai commencé la philo au lycée tout simplement. Donc je me suis dirigée vers ça, j'ai fait mes 3 ans. Simplement il y a un moment où voilà j'ai trouvé que ça tournait en rond. Comment te dire? Le savoir encyclopédique, en fait, ne m'intéresse absolument pas. Moi, les grandes idées, je trouve qu'elles sont faites pour être appliquées. L'idée, c'est pas juste de la masturbation intellectuelle ou voilà, tu manipules des grandes idées complètement éthérées, mais tu les appliques absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience, c'est la façon dont la philosophie, on peut vraiment la faire vivre, en fait, la rendre vivante dans notre propre vie, l'appliquer, la pratiquer, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que sinon, honnêtement, c'est juste de la prétention intellectuelle et c'est ce que j'appelle un savoir encyclopédique. Moi, déjà, tu vois, mon background par rapport aux drogues, c'est voilà, c'est moi ce que j'aime, c'est l'expérience, c'est le savoir empirique, c'est connaître les choses dans ma chair intimement. C'est comme ça qu'on les incorpore les choses. Donc là, la philosophie, je voulais l'incorporer. Donc si tu veux, après ces 3 ans de philo, j'ai trouvé que ça tournait en rond, donc je me suis barrée en fait. Je suis partie un an en Amérique latine, c'était mon premier voyage. Je parlais pas du tout espagnol, j'avais jamais vraiment bougé, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai pris mon sac à dos et je me suis tirée pendant un an en Amérique latine et j'ai fait quasiment tous les pays, si tu veux, Pérou, Bolivie, Argentine, voilà. Et donc j'avais 20 ans, quoi, ouais, 20, 21 ans, je crois. Et c'est là que j'ai rencontré l'ayahuasca, en fait, durant ce premier voyage. Déjà, j'avais vaguement entendu parler de l'ayahuasca, mais très très peu, parce qu'à l'époque, c'était quand même il y a 15 ans, à l'époque, il y avait très peu de... Là maintenant, c'est en train de fleurir de partout, mais à l'époque, honnêtement, c'était pas encore connu. Donc j'en avais vaguement entendu parler, je savais que c'était principalement au Pérou que ça se passait. Je savais que d'une manière ou d'une autre, j'allais en prendre. Après, c'est vrai que j'avais lu pas mal, si tu veux, quand même, les bouquins de Castaneda, que ça c'est pareil, ça a vraiment, voilà, c'est un récit initiatique avec des plantes psychotropes qui se passent au Mexique en l'occurrence, mais bon, c'est l'Amérique latine. Voilà, j'avais ça en tête, si tu veux, quand même, c'était quelque chose qui avait déjà changé ma vie. Et donc, je savais, honnêtement, parce que la vie, de toute façon, ma vie à moi, comme je te dis, j'ai toujours attiré dans ma vie les expériences que je voulais vivre. Donc, je savais d'une manière ou d'une autre que l'ayahuasca allait entrer en jeu. J'avais déjà eu des grosses expériences psychédéliques avant, donc honnêtement, à l'époque, de toute façon, je craignais rien. Je sais pas comment te dire, j'étais une vraie tête brûlée. Et en fait, donc, je pensais que ça me tomberait dessus plus ou moins dans la jungle, parce que c'est dans la jungle que ça se passe. Et en fait, pas du tout.
Un jour, j'étais à Pissac, c'est dans la Vallée Sacrée, c'est un petit village où tu as pas mal de gringos, c'est un truc assez alternatif, on va dire, où tu as pas mal d'expats de tous bords qui sont là, tu sais, enfin, tu vois ce que je veux dire, yoga, retraite chamanique, gna gna gna. Bon, bref, moi à l'époque, j'avais pas les sous pour me payer ces trucs-là de toute façon, puis même aujourd'hui, de toute façon, je suis pas du tout dans ce délire, mais bon, bref. Et donc, j'ai accompagné des potes d'un hôtel dans un bar un soir à Pissac. Et il y avait des gens, en fait, qui y avait un tabouret au milieu de la salle et tu avais tous les gens, voilà, des villageois, des locaux, des expatriés qui s'asseyaient sur le tabouret, qui jouaient un petit air de flûte, qui chantaient un truc, voilà, chacun pouvait faire son petit truc, quoi. Et à un moment, il y a un mec que j'avais déjà repéré d'ailleurs, je l'avais déjà repéré dans la salle, je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait. Enfin, bon, bref. Ce mec-là, il s'est assis sur le tabouret, il a pris sa guitare et il a chanté un truc, en fait, que j'avais jamais entendu de ma vie. C'était dans une langue que je connaissais pas. Il faisait un truc absolument complètement fou. C'était d'une puissance absolument transcendante. Putain, j'ai été scotché, quoi. J'ai été scotché. Donc, il a joué son morceau, et puis voilà, il est parti. Et moi, j'ai demandé du coup au barman, j'ai dit, mais putain, mais c'est qui ce mec, quoi? Et il m'a dit, bah, ce mec, en fait, voilà, c'est un chaman. C'est un shipibo, c'est un chaman. Et donc, j'ai tout de suite su que c'était lui, en fait. Il habitait au village aussi à ce moment-là, en fait. Donc, tout simplement, je me suis débrouillée pour le retrouver. Je suis arrivée en mode groupie. J'ai dit, mais putain, mec, c'était quoi que t'as chanté? C'était un truc de fou. Il m'a dit, bah voilà, c'était des Icaros. Les Icaros, c'est les chants sacrés de l'ayahuasca, quoi. Et il m'a dit, bah voilà, c'est normal que t'as jamais entendu ça ailleurs. C'est parce que c'est des Icaros, quoi. Et je lui ai dit, bah, tu veux bien faire une cérémonie d'ayahuasca avec moi? Et c'est avec ce mec-là, en fait, que j'ai pris de l'ayahuasca pour la première fois de ma vie. Et c'est lui qui est devenu plus tard mon maestro, quoi. Voilà. Donc pour ma première expérience, c'est donc avec ce mec-là que je l'ai fait. Il avait une petite maison de village à l'époque à Pissac. Et j'ai eu la chance qu'il y avait très peu de participants. Il y avait vraiment très peu de participants. Il y avait les deux personnes en fait qui m'avaient accompagné à la fiesta du bar. Donc c'était un couple et une autre, une Suisse d'une cinquantaine d'années. Et voilà, donc c'était vraiment en petit comité. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Donc il nous a accueillis dans sa maison. Ce mec-là, il était peintre comme beaucoup de chipibos, en fait. Ils font des peintures de leur vision. Donc, t'avais des peintures de lui, des fresques absolument immenses, des trucs multicolores où t'avais des trucs complètement fous qui étaient représentés, en fait. Tu vois, enfin, des esprits, des chamans avec des espèces de spirales qui leur sortent de la tête, des esprits des eaux, des trucs qui ressemblent à des dragons, les fameux kénés, c'est les espèces de dessins géométriques qu'on voit partout dans l'archipibo. Il avait aussi des tapis au sol qui étaient ornés de ces trucs-là, des statues qu'il avait fait. Donc c'était vraiment cosy en fait, si tu veux. C'était vraiment comme une petite tanière avec voilà des bougies, des matelas au sol pour qu'on prenne nos aises, qu'on s'assoit, des bassines évidemment pour gerber. Et, euh, et voilà donc moi à ce moment-là j'étais une tête brûlée de toute façon à cette époque-là. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. La seule chose que j'avais entendue à ce niveau, c'est que la première fois que tu prends de l'ayahuasca, c'est comme mourir. C'est quelque chose qui me paraissait assez sensé parce que je suis tout à fait d'accord pour dire que la mort de l'ego, c'est le début de la vraie vie, en fait, quoi. C'est l'émergence de la conscience et c'est, et voilà. Donc, je m'attendais à une expérience plutôt hard, rencontrer mes démons, quelque chose comme ça. Donc voilà, au début, il explique le topo et il nous dit qu'en fait, voilà, si on a la seule chose qu'il nous dit, en fait, il dit très peu de choses comparé à des chamans blancs, on va dire. Les shipibos disent vraiment très peu de choses, ils disent vraiment le strict nécessaire et ils s'effacent pour que ton rapport avec l'ayahuasca, avec la plante, il soit le plus pur possible, sans surinterprétation, sans te coller des interprétations psychologiques dans la tête. Donc voilà, la seule chose qu'il a dit, c'est si tu as peur, demande-toi d'où elle vient la peur, parce que la plante, elle cherche pas à t'effrayer, la plante, elle est pure amour. Et les shipibos, ils parlent toujours comme ça. Il parle toujours comme ça. Il dit voilà, la plante, elle est pure amour, donc la peur, en fait, si tu as peur, la peur, elle vient de toi. Donc interroge-toi, pourquoi tu as peur, en fait. La plante, elle est pas là pour te faire flipper. Donc avec ça en tête, voilà, il a préparé la bouteille en chantonnant au-dessus, comme ils font toujours, en chantonnant au-dessus, en soufflant de la fumée de mapacho. Le mapacho, c'est le tabac amazonien qui fume là-bas. Il a préparé la bouteille, il a distribué les verres. Et donc, quand tu prends le verre, il faut avoir une intention, bien évidemment. Donc, tu poses ton intention. Et moi, à l'époque, j'avais évidemment une intention grandiloquente, genre, c'est quoi le sens de la vie, tu sais, parce que boire l'ayahuasca, pour moi, c'était comme rencontrer Dieu, effectivement. Donc, la seule chose que tu demandes à Dieu dans ces cas-là, c'est quoi le sens de ma vie? Mais bon, après, en fait, voilà, donc c'est l'intention que j'ai posée. Bon, après, il faut savoir qu'il m'en a fallu quand même, voilà, il m'en a fallu 2 verres avant qu'il se passe quelque chose, mais ça, c'est normal pour un novice, parce que ton corps, en général, ton corps, il est un peu trop sale, si tu veux,
pour recevoir la médecine correctement. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez normal, en fait, pour un débutant de prendre 2 verres. Donc j'ai pris le premier verre, il a commencé à siffloter, à chantonner, à entonner un premier Icaros. Donc j'ai attendu, comme il avait dit: «Voilà, si au bout d'une demi heure, tu vois qu'il se passe rien, tu m'en demandes un autre». Donc j'ai attendu qu'il termine son premier chant. J'étais extrêmement concentrée. Mon esprit, il était très, très silencieux, chose qui à l'époque était rare chez moi. Mais là, voilà, j'étais bien assise, bien droite. Mon esprit, il était bien silencieux, comme, je sais pas, comme réceptif en fait à fond, vraiment très réceptif. Mais bon, au bout d'une demi heure, j'ai vu qu'il se passait rien, donc bien évidemment, j'en ai demandé un autre et là, en fait, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé par être un espèce d'œil au loin. J'ai vu comme un œil en fait qui me regardait et difficile à expliquer, mais d'un moment à l'autre, en fait, j'étais en plein cœur d'un espèce de kaléidoscope multicolore, lumineux, qui comme des tentacules qui arrêtaient pas de bouger dans tous les sens, des fractales. C'était complètement J'avais le cerveau, j'avais l'esprit, j'avais la tête entièrement assiégée ou comme plongée à l'intérieur de ce truc-là et c'était la première fois, en fait, de ma vie que j'expérimentais quelque chose comme ça parce qu'avec le LSD ou les champignons, de la manière dont je les avais pris en tout cas, voilà, j'avais les yeux ouverts et donc tu as pas des vraies hallucinations, tu as une espèce de déformation de la réalité. Tes potes, ils ont une drôle de gueule, les arbres, ils semblent vivants, enfin voilà, bon. Mais là, c'est complètement différent parce que tu es assis dans le noir, les yeux fermés et tout se passe vraiment à l'intérieur de ta tête. C'est quelque chose que tu peux pas fuir, que ça fait presque partie de toi, c'est quelque chose de complètement fou. Donc là, j'ai senti quand même que mon esprit, il risquait de dérailler. Donc voilà, j'ai fait ouh, là, je me suis mis assise en posture de méditation, j'ai fait waouh, comme il m'avait dit justement, il m'avait dit voilà, respire. Donc je me suis attachée à respirer, respirer jusqu'à arriver à accepter l'existence de la plante à l'intérieur de moi, en fait, accepter. Et là, en fait, c'est devenu quelque chose d'absolument magnifique. C'était d'une force et d'une puissance et d'une beauté que j'avais jamais rencontrée dans ma vie. Et mon esprit, en fait, il était complètement silencieux. J'avais la bouche ouverte comme en extase, quoi, genre, et et mon esprit, il était complètement silencieux. La perception était tellement énorme, en fait, si tu veux, qu'il y avait plus, que mon mental, il avait plus le temps, si tu veux, de poser des interprétations dessus, de me raconter ce que j'étais en train de vivre. Il y avait un silence total qui était en fait perception pure, qui était en fait expérience, c'était du vécu à l'état pur, en fait, sans interprétation psychologique, quelque chose qui est en fait extrêmement rare dans la vie quotidienne. Et mais le truc surprenant avec ça, c'est qu'en fait, tu reçois quand même des informations. C'est pas juste tu dans la tu vois, complètement béat, complètement tu reçois des informations, mais c'est des informations qui vont au-delà des concepts. Par exemple, l'amour absolu, la conscience universelle, l'infini. Là, quand on parle de choses comme ça, c'est des grands concepts qu'on peut vaguement définir, on peut en avoir une représentation, mais c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à atteindre. En fait, notre compréhension, elle arrivera jamais vraiment à c'est des concepts. Alors que là, si tu veux, je recevais du savoir, j'ai envie de dire, des connaissances qui passaient pas par l'entremise des concepts, en fait. Je les vivais, en fait. C'est comme si je comprenais les choses avec, je sais pas, avec mon corps, avec mon âme, avec mon cœur, avec, tu vois, avec tout mon être en même temps. Une partie, je sais pas, comme quelque chose d'absolument fou, si tu veux, quelque chose d'absolument fou. Et c'était vraiment, et ce que je vois, en fait, là-dedans, c'est qu'en fait, vu qu'il s'agit d'une expérience, c'est quelque chose que tu puisqu'il s'agit de vécu, en fait, c'est pas une connaissance vide. C'est quelque chose qui fait partie de toi, en plus, après, tu vois? Parce que tu l'as vraiment vécu. C'est pas juste on t'a expliqué quelque chose sur la conscience universelle, tu le conçois: «Ah oui, ça a l'air bien beau comme truc, d'accord, ouais, je vois, d'accord, j'y crois». Non, il s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça, c'est quelque chose que tu vis avec tout ton être, il y a pas d'autre mot, si tu veux. Et ça a été absolument, ça évidemment que ça a changé ma vie, évidemment que ça a changé ma vie. Donc voilà pour la première expérience. Le truc, c'est qu'après avoir poussé des après avoir nettoyé les fameuses portes de la perception, après avoir pénétré un jour dans ce domaine-là et avoir découvert, une nouvelle partie de toi-même, j'ai envie de dire, en fait, la façon dont ta conscience, elle peut exister d'une façon différente, en fait, qui est pas en lien avec l'ego ou avec les concepts, en fait, que ta conscience, elle existe à un autre niveau où tu peux comprendre des choses d'une façon qui passe pas par l'entremise, habituelle des sens ou du mental.
ou de l'intellect, on va dire, c'est une porte que tu peux pas refermer. Moi, de toute façon, je suis convaincue que depuis le début de mon exploration avec la dope, c'était déjà de là qu'elle procédait, en fait. J'avais pas du tout envie de m'abrutir, comparé à mes potes, par exemple, qui prenaient de la dope pour devenir, moins conscients. Moi, j'ai toujours, en fait, pris des substances, en fait, pour, à la façon de Jim Morrison, en fait, j'étais déjà dans le côté expansion de la conscience et c'était ça qui m'intéressait. Et là, en fait, si tu veux, avec l'ayahuasca, je venais de mettre la main sur la substance qui m'offrait enfin ce que j'avais toujours rêvé, en fait. Pour moi, c'était comme de la philosophie à l'état pur. C'était ce que j'avais toujours attendu. Donc après avoir découvert ça, pour moi, tu peux pas t'arrêter là, tout simplement. Tu peux pas t'arrêter là. Et effectivement, l'expérience que j'ai maintenant, me fait dire que j'ai été encore bien plus loin. C'est que le début, ça, c'est c'est le début des réjouissances, mais enfin, c'était vraiment qu'un aperçu, en fait. C'était vraiment qu'un aperçu. Après cette expérience et quelques autres avec l'ayahuasca, Zoé rentre en France. Pendant 10 ans, elle n'approchera plus les médecines indigènes. Mais l'expérience continue à la travailler et elle reviendra en Amazonie. Et c'est ce qu'elle nous racontera dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.